Tu ne détestes pas le lundi. Voici ce que tu détestes. Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission podcast et YouTube qui t'aide à construire une vie et une société pleine de sens. Chaque semaine, je reçois un humain inspirant pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille à nouveau le sociologue Nicolas Framont pour parler de pourquoi tant de gens détestent leur taf, leur travail et de ce que ça veut vraiment dire. Salut Nicolas. Salut. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir, tu étais très bon la première fois, donc forcément, je t'ai ramené. Puis tu as écrit un nouveau livre, effectivement, tu es donc sociologue, rédacteur en chef, rédac-chef de Frustration Magazine et auteur du livre, donc vous ne détestez pas le lundi, mais vous détestez la domination au travail. Voilà, pour transformer une souffrance individuelle en expérience collective et politique, se rendre compte que en fait c'est pas normal et qu'on n'est pas du tout seul soit à souffrir, soit à s'ennuyer, soit en tout cas avoir des gros dysfonctionnements au travail. T'étais déjà venu l'an dernier, ou il y a 2 ans effectivement dans l'émission avec un double épisode pour parler de pourquoi les milliardaires sont des parasites qui volent notre temps, notre argent et notre planète avant de proposer des solutions. Et à nouveau, mais cette fois avec le monde du travail, on va refaire un double épisode parce que j'aime beaucoup ce que tu fais tout simplement, sur pourquoi tant de gens, je vais dire détestent, c'est un peu fort, mais en même temps pour une bonne partie, c'est vrai, n'ont pas envie d'aller travailler le lundi, en tout cas, et la semaine prochaine sur tout ce qu'on peut faire pour changer les choses, parce que oui, en fait, on peut faire beaucoup plus de choses que ce que j'aurais imaginé, et pas juste faire grève, quoi. Il y a plein d'outils à disposition. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nouveauté sûrement par rapport à il y a 2 ans, je te propose de lancer l'épisode par une série de questions mitraillettes, chill, auxquelles faut simplement essayer de répondre le plus vite possible. Très bien. Ok, go. Est-ce que tu détestes le lundi, Nicolas? Et plus maintenant. Le plus gros mensonge qu'on nous bassine sur le travail? Je pense l'idée qu'il y aurait une valeur travail et que le travail, ça serait quelque chose d'intrinsèquement bien, sain, digne. En fait, non, ça peut être horrible le travail et parfois mieux vaut ne pas travailler que travailler. Ouais. Une victoire syndicale ou sociale dans le monde du travail trop sous-estimée? En ce moment, il y a des luttes dans le monde de l'hôtellerie. Donc, concrètement, des femmes de chambre ou des personnels de ménage, de logistique, de chaînes d'hôtels qui font des grèves en série, des grèves très longues, des grèves très dures et qui obtiennent des victoires très importantes. Donc, la figure la plus connue de ça, c'est Rachel Keke qui a été députée pendant 2 ans. Mais en fait, il y a d'autres leaders syndicales qui sont le plus souvent des femmes qui mènent ces grèves et ça fonctionne. Alors même que c'est des gens qui ont vraiment très peu de revenus. Donc, ça veut dire que vraiment, avec une bonne organisation, même quand on est dans une situation précaire et difficile, on peut obtenir des choses par le conflit. Est-ce que tu as déjà eu un job qui t'a fait péter un câble? Oui. Bon, je connaissais la réponse, on va en parler après. Si tu pouvais supprimer un mot du monde de l'entreprise, ce serait quoi? Collaborateur. J'avoue. Pourquoi? Oui, parce que ce terme de collaborateur qui est appliqué souvent à la place de salarié, employé ou subordonné, en fait, vise à gommer les liens de subordination pour mieux les renforcer en réalité. Donc c'est un terme qui est trompeur, mensonger, qui crée des fausses attentes et qui est surtout une entourloupe pas possible. Ouais, puis t'as quand même un héritage historique, collabo, c'est pas vraiment un... C'est pas terrible, non. Non. Est-ce qu'il y a un truc absurde qui te fait mourir de rire en entreprise? Les réunions qui servent à rien. Avec le recul, j'ai appris à trouver ça drôle, même si je sais que pour ceux qui continuent de le vivre, c'est très ennuyeux. Mais il y a énormément de réunions qui servent à rien, qui sont en fait des mises en scène pour dire des choses qui auraient pu être dites par mail. Et en fait, souvent, ça sert au chef à se mettre en valeur, mais on en reparlera. Super. Pour commencer, effectivement, tu as vécu 1001 vies au travail, de la boîte familiale de matériel d'art et loisirs qui a été rachetée par un fonds de pension, à vendeur de chaussures de sport, puis enseignant à l'université et plein d'autres jobs. Tes expériences perso, toi, t'ont quasiment à chaque fois, j'ai l'impression, amené à détester le lundi? Alors, j'ai eu aussi des expériences positives. Je pourrais commencer par ça. C'est que quand même, en fait, le livre, il vient de cette tension. C'est-à-dire qu'à la fois, moi, je pense que le travail, c'est quelque chose qui nous apporte des choses positives, notamment beaucoup de complicité, de solidarité. Moi, j'ai eu beaucoup d'amis qui étaient des collègues. Et voilà, on nous les liens très fort avec des gens avec qui on passe toute une journée. Par contre, à chaque fois, j'ai été confronté à la même chose. C'est-à-dire, t'es pas maître de ton destin quand t'es au travail. T'es pas maître du sens de ce que tu produis, de ce à quoi tu contribues, et puis t'es pas rémunéré à la hauteur de tes efforts. Ça, tout le monde en fait l'expérience. Et puis au-delà de ça, moi, il y a un truc qui me faisait péter un câble, on en parlait tout à l'heure sur le travail, c'est en fait l'état d'infantilisation dans lequel on est placé au travail, quoi. C'est-à-dire qu'on est citoyen,
on est censé être citoyen dans le reste du temps, mais par contre, quand on est en entreprise ou en administration, on est des sujets, quoi. Et ça, c'est T'as vraiment... des exemples dans tes expériences perso qui illustrent ça? Franchement, oui, je pourrais parler de... moi, finalement, dans pas mal de mes jobs, j'ai toujours eu des supérieurs hiérarchiques, et j'ai eu un peu tout type, hein. J'ai eu ceux qui étaient des tyrans, et j'ai ceux qui étaient complètement absents, où il fallait faire leur travail à leur place en étant payé 2 à 3 fois moins. Ouais. Ça, je pense que... Et j'ai vu ça, moi, dans les administrations publiques. À l'université, c'est beaucoup ça. C'est plus des responsables hiérarchiques qui sont absents, qui ne prennent aucune décision, il faut tout faire à leur place, etc. Ça, c'est plutôt l'université publique. Puis dans le secteur privé, au contraire, ça va être vraiment les chefs surprésents, voilà, qui peuvent être tyranniques, qui peuvent être dans ce qu'on appelle le micromanagement, donc en fait qui essaie toujours de te contrôler. Et puis même ce que je trouvais fou en fait, hein, c'est quand même, et je pense que beaucoup de gens font cette expérience, moi je l'ai beaucoup fait, c'est que la compétence et le savoir-faire ne payent pas au travail. Ce qu'il faut, c'est prétendre. D'ailleurs souvent dans le monde de l'entreprise privée, on dit que ce qui est important, c'est le savoir-être, et ça se fait au détriment du savoir-faire. Donc c'est pas simplement bien faire son travail, c'est le faire d'une façon qui contente la hiérarchie, c'est-à-dire vraiment d'assujettissement à la hiérarchie, et pas seulement faire du bon taf. Voire même, si on fait trop du bon taf, moi c'est un peu ce que j'ai vu, on devient suspect de... Ouais, c'est dangereux. Tu vas prendre la place. Exactement. On va prendre ta place, ou alors on va être trop autonome. Voilà, les responsables hiérarchiques dans le milieu capitaliste, qui est également dans le secteur public, ils ont besoin de gens qui sont pas trop bons, qui sont pas trop autonomes, qui la ramènent pas, surtout. Oui. Ou tu t'attires la lumière sur toi et pas sur moi, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, ça veut dire qu'aussi tu peux... c'est dangereux, quelqu'un qui est capable de penser par lui-même, parce que ça veut dire que petit à petit, il va aussi discuter le pouvoir hiérarchique. Et ça, c'est... Voilà, on croit souvent... Je pense que c'est un des trucs qui est dans le livre, hein, que... Voilà, les conflits au travail, ça se résume pas à être payé mieux, même si c'est très important. Tout comme travailler moins, c'est très important. Mais c'est aussi qui décide pourquoi on fait les choses, comment on les fait et pour qui. Et ça, cette question-là, il faut surtout pas qu'elle soit abordée au travail. C'est vraiment le tabou ultime. Oui, surtout quand il y a quand même des trucs où toi, t'es spécialiste d'un truc, donc il y a plein de mini décisions sur lesquelles c'est beaucoup plus logique que ce soit toi qui décide plutôt qu'un N+1 ou N+2 qui est éloigné de ce que tu fais. Et ouais, pour rebondir sur ce que tu disais avant, moi, ce qui me fait trop rire, c'est les boîtes où la valeur innovation est vachement mise en avant, alors qu'en fait, dès que tu proposes de changer un truc, ça freine des cas de fer dans tous les sens. Carrément, bah oui. Non, mais en fait, le monde du travail, c'est aussi un monde linguistiquement, idéologiquement très contradictoire, hein, on pourra en reparler, mais effectivement, t'as par exemple, on encourage beaucoup les gens à faire preuve de capacité d'initiative. Moi, j'ai dit, attention, surtout pas. Si vous voulez avoir la paix au travail, il faut pas faire preuve de capacité d'initiative. C'est pas l'initiative, c'est quelque chose qui est vraiment centralisé par les fonctions hiérarchiques les plus hautes. Donc, moi, à titre personnel, c'est ça, je pense, qui m'a le plus frustré. C'est le double discours. Ce double discours et voilà, ce sentiment d'être infantilisé. En réalité, on nous fait croire que la vie d'adulte, c'est de travailler, mais en fait, non, en fait, c'est une vie d'enfant qui continue. C'est-à-dire, sauf quand on a les rênes ou alors qu'on est indépendant éventuellement, même si l'indépendance pose aussi d'autres problèmes, etc. Voilà. Ah, mais c'est ça, en fait, qu'ils veulent dire quand ils parlent de on est soudés comme une famille et tout, mais en fait, ça veut dire que toi, t'es l'enfant, c'est ça? C'est exactement ça. Non, mais je pense que oui, hein, la métaphore de l'entreprise familiale, du patron qui est le chef de famille, c'est en fait, il veut des enfants. Il veut des enfants qui l'admirent, des enfants qui ont besoin de lui, pas des gens qui réfléchissent, etc., etc. Ouais, après, si c'était vraiment ton père, il a quand même une sacrée responsabilité envers toi normalement, quoi. Enfin... Alors voilà, j'ai envie de dire, en plus de ça, c'est pas un discours qui est conséquent, puisque par ailleurs, ce discours de l'entreprise familiale n'empêche pas les licenciements du jour au lendemain. Voilà, en fait. Hein, et à la fin, dans ces cas-là, il y a plus de familles qui tiennent. Hein. Moi, j'ai vu beaucoup d'entreprises familiales où en fait, il y avait des licenciements collectifs et ça posait problème à personne. Hein. Peut-être que, d'ailleurs, je peux préciser, quand je dis quand j'ai vu, c'est que après avoir moi-même lutté dans mes différents emplois, j'ai fini par travailler, et je travaille toujours, mais maintenant en freelance, pour un cabinet d'expertise et de formation pour les représentants du personnel, donc les comités socio-économiques. Et voilà, le livre Vous ne détestez pas le lundi, il est beaucoup basé sur ce matériau-là. C'est-à-dire que maintenant, ça fait depuis 6 ans que je fais ce métier. Donc j'ai vu en fait des dizaines et des dizaines d'entreprises, voilà, de statuts et de tailles différentes.
Et donc, c'est à partir de ça que j'ai pu construire l'analyse de « vous ne détestez pas le lundi ». C'est pas seulement mes propres expériences, c'est aussi ce que j'ai pu voir comme expert, donc concrètement des experts en santé au travail. Ce que j'étais, ils font des enquêtes dans les entreprises, ils sont mandatés par les représentants du personnel et les syndicats. Et en fait, ils contre-expertisent les projets des directions où ils interviennent quand il y a des risques graves qui sont constatés pour la santé des salariés. Ok. Ouais, bah, effectivement, moi, j'ai adoré le livre parce que vraiment, il y a 100 000 exemples ou anecdotes, je sais pas si c'est le bon mot, mais histoire, voilà, de petites et grandes dingueries qu'il peut y avoir dans le monde du travail. Et après, côté alternatives, solutions, résistances. Et du coup, on va plonger tout de suite dans des exemples très concrets pour pas faire un truc trop abstrait. On peut vous perdre. Voici 5 exemples de domination au travail, donc tirés de ton livre, sur lesquels ça te va. Je te propose de raconter un peu plus l'histoire et potentiellement une micro-analyse brève, ouais. La première, c'est il y a des usines où chaque matin, les ouvriers doivent remplir une fiche avec un smiley, donc triste, neutre ou content. Et si tu coches trop souvent triste, bah t'es convoqué par la hiérarchie, quoi. Infantilisation. Oui, bon, ça, j'ai vu ça plein de fois. Ah oui. Ah ouais, c'est vraiment fréquent. Oui. En fait, il y a un phénomène. Alors, c'est pas totalement nouveau, mais je dirais que vraiment qui a vraiment pris de l'envol ces dernières années, c'est qu'il y a une sorte d'attention aux émotions dans le monde du travail, qui au début peut sembler partir d'une bonne intention. On s'intéresse aux émotions des gens, voilà, le bien-être. On s'est mis à s'intéresser au bonheur au travail, à la qualité de vie au travail, y compris dans la loi maintenant. C'est prévu que les entreprises elles mettent en place des plans de prévention là-dessus. Et ça a créé tout un marché de cabinets de conseil, de coachs qui sont venus proposer leurs services aux entreprises pour mettre en place des solutions innovantes pour s'intéresser donc aux émotions, à la santé mentale. Maintenant, on parle même de santé mentale, donc c'est dire comment le sujet il est vraiment abordé. C'est plutôt une obligation à être heureux que. Bah oui, c'est-à-dire qu'en fait, là, je te parle on peut voir les choses comme ça, mais en vérité, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est-à-dire que ce qui est présenté comme une attention aux émotions, en fait, est devenu une sorte d'administration des émotions. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, c'est important d'aller au travail en étant bien, en étant content. Et en étant impliqué, investi émotionnellement. Donc en fait, donc il y a cet exemple extrême des smileys. Donc il y a certaines entreprises, on appelle ça la météo des émotions. Avant chaque réunion, tu dois dire comment tu te sens, etc., etc. Alors pareil, la météo des émotions, par exemple, c'est quelque chose qui vient à la base plutôt d'éducation populaire. Et donc ça venait plutôt de milieux progressistes et ça a complètement été utilisé par les entreprises pour en fait, comme je disais, essayer d'administrer les émotions des gens. Donc pousser les gens à se confier sur ce qu'ils pensent intimement, à dévoiler leurs sentiments pour pouvoir les évaluer là-dessus et les utiliser contre eux. Donc l'autre exemple que j'ai pu voir dans le même style, c'est sur les changements de système d'évaluation. Donc en fait, depuis les années 90, il y a vraiment une évaluation individuelle qui s'est mise à remplacer les évaluations collectives ou le fait qu'il n'y ait pas d'évaluation du tout. C'est-à-dire que maintenant, toutes les entreprises, même les associations, elles veulent évaluer leurs collaborateurs, leurs salariés, et en fait, ce qui est étonnant, c'est la mutation de ce qui est évalué. C'est-à-dire qu'en fait, dans les années 90-2000, on a vraiment une évaluation sur le chiffre, c'est-à-dire quel est ton chiffre d'affaires dans ton secteur, etc. Et puis là, ce que j'avais pu voir dans une entreprise dans la grande distribution, c'est que ils ont muté, ils ont dit non, mais on va pas simplement s'intéresser aux chiffres, c'est trop réducteur, on va s'intéresser à l'état d'esprit des gens. Et alors pareil, ça part d'une bonne intention, ce qu'ils disent on va pas s'intéresser au quantitatif, on va s'intéresser au qualitatif. Et en réalité, ce qu'ils font derrière, c'est qu'ils font une évaluation complètement à la tête du client, une évaluation qui est comportementale en réalité. C'est dans quel mood tu vas travailler. Et en fait, moi j'appelle ça le management de l'emprise. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit pas simplement d'aller travailler et de remplir tes objectifs, qui sont souvent inatteignables d'ailleurs, c'est le principe des objectifs, mais faut aussi le faire avec le sourire. Et en fait, faut pas intérieurement bouillir. Ça, c'est vraiment c'est quelque chose qui est pas, ou intérieurement fomenter une rébellion. Tu vois, c'est vraiment une stratégie de contrôle qui est très pernicieuse parce que ça se fait au nom des bons sentiments. Au nom de l'attention aux autres, au nom même du soin, enfin toutes ces notions progressistes vont être mobilisées
pour en fait créer une nouvelle forme d'emprise qui est vraiment non seulement tu dois atteindre les objectifs, mais en plus tu dois le faire avec le sourire. C'est-à-dire que tu dois pas seulement travailler sur ton action, mais sur tes émotions. Pas seulement sur ton savoir-faire, mais sur ton fameux savoir-être. J'avais fait un épisode sur les systèmes de notation, que ce soit Livreur, Uber, Darty, mais enfin tout sur Internet, c'était assez effrayant. Je vous partage 4 autres exemples du livre que j'ai adoré. Un salarié a reçu un blâme officiel des RH parce qu'il n'a pas répondu à un mail dans les 5 minutes. Et en plus, le mec juste était aux toilettes, quoi. On en est à ce niveau-là. Un autre, dans certains centres d'appel, les salariés doivent finir tous les appels par « merci de m'avoir appelé », même quand, une fois sur 5, en fait, tu te fais insulter à l'autre bout de la ligne. Donc, voilà, niveau infantilisation, on y est bien. Il y a des entretiens de recadrage dans certaines boîtes où t'as pas le droit de répondre ni de commenter ce qu'on te reproche. Genre, si ça se trouve, c'est même pas justifié ou forcément t'as quelque chose à dire pour te défendre. Donc c'est juste humiliant. Et le dernier, une salariée qui raconte qu'on lui a interdit d'afficher un dessin de ses enfants sur son bureau parce que ça ne respecte pas la charte visuelle de l'entreprise, quoi. Est-ce que toi, il y a une ou deux autres anecdotes de trucs vraiment lunaires qui t'ont marqué en entreprise, soit de tes expériences, soit effectivement de tous les professionnels que tu accompagnes dans ton travail? Non, j'ai une dinguerie que j'ai entendue récemment. C'est un manager dans le secteur informatique, dans une grosse boîte, un manager de proximité, comme on dit, c'est-à-dire au niveau N+1, à qui on a proposé une série de formations, dont une formation qui s'intitulait « Créer un sentiment d'urgence chez vos collaborateurs ». Ça, moi, je trouve ça vraiment révélateur de ce qui est, de dimension en fait irrationnelle de la gestion du travail capitaliste. C'est que tu vois la formation, le but c'est de créer un sentiment d'urgence. C'est pas de répondre à une urgence. Et en fait, ça m'a vraiment éclairé sur la façon dont l'urgence était instrumentalisée par les entreprises pour mettre la pression sur les gens. Et en fait, l'urgence, c'est une technique de manipulation. Si on te met en permanence dans l'urgence, si on te surcharge de travail, si on dit toujours c'est pour hier, etc., tu n'auras pas le temps de réfléchir à ta condition. Tu n'auras pas le temps de réfléchir à comment tu travailles, pourquoi, pour qui. Et ça, c'est l'objectif principal. Ouais. Je me demandais pourquoi tu parlais de domination plutôt que de souffrance au travail. J'imagine c'est peut-être pour mettre l'accent plus sur le côté collectif et sur qui est responsable. Oui, parce qu'en fait, c'est vraiment remonter à la racine du problème. La souffrance, c'est le symptôme. Et d'ailleurs, si tu veux, le thème de la souffrance au travail, c'est un thème dont on entend régulièrement parler dans les médias, etc. Oui. Mais en fait, on s'arrête là. C'est-à-dire qu'on va pas remonter focus sur ceux qui souffrent et pas sur ceux qui font souffrir, quoi. Exactement. Voilà, t'as tout compris. Tout simplement. Le système. Moi, tout le but de mon travail, c'est à chaque fois remonter aux responsabilités. Pas pour le plaisir de stigmatiser des gens, mais c'est parce que quand tu remontes aux responsabilités que tu peux modifier la donne. C'est pas simplement en te penchant sur les symptômes, en disant il y a une souffrance, comment on fait pour la soulager? Non, c'est comment on fait pour l'arrêter, en remontant à la racine du problème. Puis sinon, tu peux rester dans des trucs de bien-être, je sais pas, acheter un cahier sur la charge mentale, faites de la méditation et oui, en fait, il faudrait peut-être juste qu'on ait une formation, je sais pas, contre le harcèlement en entreprise, quoi. Oui. Et encore, même ça suffirait pas, non, pour oui, bien sûr. Moi, le problème est déjà mieux diagnostiqué. Enfin, c'est orienté dans la bonne direction, quoi. Ce serait quoi une liste non exhaustive des formes de domination au travail? J'en ai listé quelques-unes, mais voilà, les heures sup, le harcèlement, l'urgence inventée dont tu parlais, le fait de pas te donner les moyens de faire ton travail et d'être sous-staffé. J'aime bien dans le livre, tu as cette idée, un rapport hiérarchique qui dépasse largement les tâches du poste, où voilà, tu loues pas juste ton temps, en fait, tu vends vraiment ton obéissance. Est-ce qu'il y a d'autres formes de domination au travail qui viennent à l'esprit? Parce qu'en fait, c'est tellement protéiforme, c'est un océan. En fait, faut voir que tout est possible, quoi. La domination au travail, en fait, la domination au travail existe parce qu'on vit dans le monde capitaliste. Ça, c'est important. On a besoin de domination au travail. C'est pas gratuit, quoi. C'est pas l'acte de quelques personnes méchantes ou de chefs qui veulent se faire mousser, etc. C'est parce qu'en fait, ce qu'on nous demande à la base, c'est quelque chose d'assez contre nature, quoi. Enfin, travailler pour d'autres que soi, travailler selon des objectifs qui nous échappent, voire travailler pour faire des choses qu'on réprouve, c'est difficile. Donc pour ça, il y a tout un tas de stratégies pour nous amener à faire ce qu'on ne veut pas faire et nous amener à faire avec le plus de performance possible, c'est-à-dire de créer le plus de valeur possible, que notre heure de travail, elle crée le plus de valeur possible. C'est ça l'objectif. Et là, le capitalisme, il a toute une armada de DRH, de cabinets de conseil qui chaque mois inventent de nouvelles techniques de domination au travail.
Donc tout à l'heure, on parlait de toutes ces techniques de domination émotionnelle. Finalement, c'est une invention, je dirais, relativement récente. En tout cas, il y a beaucoup de théories qui sortent, qui sont produites par des psychologues, par des psychanalystes, par des psychiatres, pour le compte de grandes entreprises qui financent ces recherches-là et qui ont pour but de trouver des techniques pour que les gens ils fassent leur travail avec le sourire. Donc voilà, il y a énormément de techniques. Il y a toutes ces techniques qui sont liées au harcèlement. Donc le harcèlement moral, c'est une notion dont je suis un peu critique parce que j'ai l'impression qu'elle a été séparé de tout le problème de la domination au travail. C'est-à-dire que le harcèlement moral, c'est quelque chose qui existe dans la société et qui est le fait d'individus. D'une personne et pas d'un système. Ça vient d'une personne. Alors, on évolue un peu depuis le procès France Télécom, par exemple. On se met à parler de harcèlement moral institutionnel, donc c'est déjà un peu mieux. Montrer qu'en fait, il y a des politiques managériales qui contribuent à du harcèlement qui est voilà, très étendu, très généralisé, et qui est vraiment une technique de management. Donc, par exemple, si on prend le cas France Télécom, c'est une technique je trouve, de domination qui est assez forte. C'est quand tu déplaces quelqu'un, quelqu'un est bon à ça, et bah du coup tu vas lui faire ça pour qu'il soit en échec. Parce que s'il est en échec, là tu peux le sanctionner et là tu peux moins le payer, etc. Donc en fait la mise en échec, c'est une technique de domination au travail dont on parle pas assez, je trouve, et qui est très perverse et qui est très destructrice sur le plan psychologique. Mais qui permet effectivement un affaiblissement du travailleur à qui tu as affaire, et comme ça tu peux demander plus de choses. Mise au placard. Et la mise au placard, voilà, c'est la forme extrême de ça, et c'est beaucoup plus répandu qu'on le croit. Les mises au placard, c'est quand on retire toute tâche à quelqu'un. Moi, ça, je l'ai vu dans beaucoup d'entreprises. C'est flagrant, et ça, c'est catastrophique sur le plan psychologique. Ils ont trop d'argent à perdre, ou je comprends pas. Ça coûte trop cher de licencier quelqu'un. Mais en fait, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est une question qu'on m'a de plus en plus posée et que je trouve vraiment intéressante. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'illusion que le système capitaliste, comme on nous a rabâché depuis qu'on est gamin que c'est le système le plus efficace possible, dès qu'en fait on voit des choses qui semblent inefficaces, on s'étonne. Mais en fait, c'est pas le système le plus efficace sur le plan économique. Enfin déjà, l'efficacité elle est toujours relative à quelque chose. C'est le système le plus efficace, si tu veux, pour enrichir une minorité. Mais ça veut pas dire que c'est le système le plus efficace pour produire des richesses, etc. Enfin, je veux dire, sinon on n'irait pas vers une augmentation de degrés sur la planète qui vous rend la vie inhabitable. C'est particulièrement inefficace comme système du point de vue écologique. Mais au-delà de ça, faut se rendre compte que si le management produit des trucs absurdes, moi dans le livre je parle de choses qui coûtent de l'argent, des réunions qui servent à rien, le fait de pousser des gens à la faute, le fait de les mettre au placard, donc en fait de les payer à ne rien faire, tout ça c'est des pertes d'argent, il n'y a pas de doute. Mais en fait si tu veux, je pense qu'il faut voir ça comme un investissement dans la domination au travail. Oh mon Dieu. En fait t'investis pour la paix sociale, et on n'imagine pas comme le patronat est obsédé. Quand je dis la paix sociale, c'est l'absence de conflit, c'est l'absence de révolte. Voilà. Ouais. Donc en fait, tu paies pour l'absence de révolte, et pour ça, si pour éviter la révolte, tu dois mettre quelqu'un au placard, comme c'est le cas pour beaucoup de syndicalistes qui sont mis au placard. Les syndicalistes, ils sont très touchés par la discrimination syndicale. Donc concrètement, on leur retire leurs tâches, on les mute sans les prévenir, etc. Bon, si tu veux, certes, tu vas perdre de l'argent sur le salaire de syndicaliste, mais en attendant, ton syndicaliste, il va plus être crédible auprès de ses collègues, donc il pourra pas déclencher la prochaine grève. Et donc, en fait, si tu veux, à court terme, c'est une perte d'argent, à long terme, c'est un investissement, parce que tu maintiens ton emprise sur le salariat. Voilà. Oui. Après, des fois, je pensais aussi juste je peux pas le saquer, je me suis frité avec un tel, et du coup, y a pas forcément une vision... je vais dire bourgeoise, enfin en tout cas de domination, mais juste j'ai le pouvoir, j'en profite quoi. Il y a les deux en fait. Comme je disais, la notion de harcèlement moral institutionnel, donc celle qui a été vraiment établie comme telle par le tribunal à propos de France Télécom. Donc pour le contexte, France Télécom c'était une entreprise publique qui a été privatisée pour devenir Orange. Et en fait, il y a eu un management brutal qui a été mis en place pour organiser une grosse mutation très rapide de cette entreprise, pour la rationaliser selon les critères capitalistes et pour faire partir plein de gens. Et pour faire partir plein de gens, en fait, ils les ont mis dans des situations impossibles. Donc là, il y avait une intentionnalité. Là, clairement, Voilà. Ensuite, oui, j'ai vu des situations de mise au placard, par exemple, si on parle que de ça, qui est quand même un truc particulièrement violent, qui... c'est un N+1 qui va mettre au placard, mais le N+4, il est même pas au courant qu'il est en train de perdre de l'argent, tu vois. Voilà. Mais...
Moi, ce que je constate toujours et ce qui m'étonne toujours, je t'assure, c'est que moi, mon boulot quand on fait des rapports d'expertise, c'est d'alerter sur des situations. Ouais. Donc moi, je m'attends toujours, si tu veux, à ce que face à ces alertes-là, en disant bah voilà, il y a de la violence, il y a de la mise au placard. Ça, c'est qu'en clair. fait, il y a une action qui soit mise en place, mais non, parce qu'en fait, par moment, une situation dysfonctionnelle, ça convient très bien à toute sa chaîne hiérarchique, si tu veux. Donc, il n'y a pas d'intentionnalité directe, mais il y a une absence d'action, notamment une absence d'action réparatrice, qui vient du fait que parfois, reconnaître qu'on fait du mal aux gens, c'est potentiellement prêter le flanc à encore plus de critiques. Donc, mieux vaut tout nier en bloc, si tu veux, que d'accepter et du coup de commencer à créer de la remise en question. Mais ouais, ça, pour l'avoir vu avec plein de potes qui ont eu des soucis en entreprise, où t'as des audits de harcèlement ou des trucs comme ça, et tu te dis ah trop bien, ça a conclu un harcèlement, et en fait derrière c'est soit silence de mort, soit on fait genre on va mettre en place des trucs et en fait on les met pas en place, on revient sur nos décisions 2 jours après, et ça je trouve c'est 10 fois pire, parce que du coup là ça montre que c'est vraiment institutionnel et toléré voire encouragé, ou en tout cas enfin bref. Ce qui m'a frappé dans ton livre, c'est que la souffrance au travail, ça vient pas que de la charge de travail ou du manque de reconnaissance, mais il y a aussi souvent une souffrance morale de faire des trucs absurdes, nuisibles, ou d'obéir à des ordres qui ont aucun sens. Est-ce que tu aurais des exemples à nous partager? Oui, en fait, l'exemple le plus connu, c'était David Graeber qui avait écrit un livre qui s'appelle les bullshit jobs, voilà. Donc ça, c'était intéressant parce que ça a mis ça en lumière. Mais au-delà de ça, tu as des gens qui font des métiers dans des métiers de logistique, par exemple, des métiers dans la grande distribution, où ils ont l'impression de contribuer un peu à faire de la merde quand même. Quand tu crées des choses pour la consommation de masse, t'es pas toujours tranquille avec ça. Des gens qui bossent dans le pétrolier, j'en ai vu qui étaient pas tranquilles avec ça. Et d'ailleurs, dans les grandes entreprises pétrolières, ils font de plus en plus de formations pour leurs salariés, pour leur expliquer que non, qu'ils vont vers une transition verte, etc., et qu'il faut pas s'inquiéter, parce qu'ils ont peur que leurs salariés, moi j'ai vu ça, ils ont peur que leurs salariés se mettent à baver sur leur propre entreprise, ou se barrent, ou même dénigrent. Oui. Or, ils savent qu'en fait, le salarié d'une grande entreprise pétrolière, c'est un peu l'ambassadeur dans le monde réel de ça. Ça aussi, j'ai vu ça dans le pharmaceutique. Le secteur pharmaceutique, c'est quand même souvent le secteur pharmaceutique, c'est énormément de moyens déployés pour faire vendre des médicaments qui n'ont pas un intérêt thérapeutique supplémentaire à ceux qui existent déjà. Hein. Beaucoup, c'est ça quand même. Hein. Toutes les firmes pharmaceutiques, elles sortent pas toujours des médicaments révolutionnaires, juste elles sortent une nouvelle version. Et en fait, tu as des gens qui sont payés pour aller raconter à des médecins que c'est bien et tout. Et ils en ressentent une certaine souffrance sans même qu'ils le disent vraiment. Mais moi, ce que je vois, c'est dans ces secteurs-là, c'est tous les mécanismes psychologiques que les gens mettent en place pour se convaincre que quand même, ils font du bon taf. Et parfois, ils n'y arrivent pas. Sinon tu pètes un câble ou tu te barres, quoi. Mais là, ça me fait penser à Tefal, l'épisode avec Camille Etienne l'année dernière, avec les PFAS, où en fait il y a plein de salariés de Tefal qui ont ouvert les yeux sur à quel point leur boîte était problématique à produire des polluants éternels, et qui justement faisaient fuiter des infos internes sur des aberrations, sur des fausses manifs, enfin bref. Je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui se disent vous abusez, moi dans mon travail ça va, etc. Notamment, je pense, parce que j'ai globalement quand même assez peu une audience ouvrière ou d'employés, les gens qui écoutent des podcasts en général, puis juste des gens qui me ressemblent tout simplement. Du coup, je me demandais, est-ce que il y a plus de violence, ou juste c'est pas les mêmes entre des jobs d'ouvriers, d'employés, que de cadres ou de fonctionnaires, par exemple? Alors, sur la question des différences entre secteurs, en fait, il y a un phénomène qui est global. Ça, moi, vraiment, je tiens à le dire, moi, vraiment, le résultat de mes enquêtes, de mes entretiens et des formations que je donne à des syndicalistes, c'est qu'en fait, on retrouve des processus similaires, que tu sois dans une tour de bureau d'un siège social à Paris, ou que tu sois sur des chantiers de BTP. Alors, en dehors des violences physiques, évidemment, où forcément la pénibilité est... Alors voilà, c'est ce que j'allais dire. En gros, sur le plan psychologique, moi, je retrouve des choses très semblables. Et après, il y a le plan de l'exposition à des affections physiques. Alors là, évidemment, c'est très différent. Et bien sûr que là, si on parle des accidents du travail, des dégâts sur la santé, il y a d'énormes différences. C'est-à-dire que vraiment, les ouvriers, c'est pas pour rien
rien qu'ils ont une espérance de vie en moyenne 6 ans inférieure à celle des cadres. Et là, on parle que de l'espérance de vie, parce qu'il y a un autre critère qui me semble encore plus important, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Ouais. L'espérance de vie en bonne santé des ouvriers employés, elle est vraiment beaucoup plus courte que celle des cadres et professions intellectuelles supérieures. Donc, je dirais que ça, faut pas l'oublier, mais et que c'est un énorme sujet. Et en France, la France, c'est le pays où il y a le plus de morts au travail. Donc voilà, c'est un énorme sujet pour la France. Oui, en Europe, voilà, comparé à sa population, vraiment, on est les pires. Donc c'est pas rien, mais je dirais quand même, faut pas sous-estimer les affections psychologiques qui sont vraiment en grosse augmentation et qui concernent beaucoup de gens. Et tu vois, sur le burn-out, on pourra reparler de ce qu'est le burn-out, donc l'épuisement professionnel. Et ben moi, j'ai des témoignages de gens qui ont été qui sont ouvriers dans l'industrie, comme de gens qui sont dans les services comptables d'une grande entreprise. Et ça se ressemble beaucoup. C'est complètement mainstream, quoi. Moi, je bosse dans l'économie sociale et solidaire. Bon, comme une partie des gens qui nous écoutent, mais pas que, en plus aussi en indépendant. Est-ce qu'on peut être exploité même dans une asso, une mairie, une start-up sociale ou en freelance? Alors je te dirais oui, et je dirais même parfois, souvent, encore pire. Moi, je pense que c'est un phénomène qui est sous-estimé. Je pense que tu as vu dans le livre, hein, j'en parle quand même, hein, je mets une emphase là-dessus. Moi, j'ai les expertises, honnêtement, les pires expertises que j'ai faites en termes de souffrance, de gens abîmés par le travail, psychologiquement, là, je parle, c'était dans l'associatif et dans le social. Quand je dis dans le social, dans le soin, là, tu vois. Oui. Et dans l'associatif, vraiment, j'ai vu des trucs catastrophiques. Mais parce que, moi, je dirais, dans l'associatif, l'économie sociale et solidaire, les salariés sont plus exposés, si tu veux, sont des victimes encore plus faciles que dans le secteur privé capitaliste. Pourquoi? Parce que les rapports de domination, ils sont invisibilisés et les salariés sont encouragés à s'investir d'autant plus qu'il n'y aurait pas de rapport de domination et qu'il y aurait des rapports d'égalité. Or, tu connais ce secteur, hein, c'est pas un secteur qui est tout rose. Il y a des hiérarchies, il y a des asymétries, qu'elles soient salariales, symboliques. Il y a des rapports d'exploitation, il y a des rapports de pouvoir. Mais si tu veux, il y a des gens qui sont engagés et les gens engagés, ils sont particulièrement vulnérables parce que si t'es engagé, t'es là pour tes valeurs, quoi. Donc tu vas pas t'es là partir, pour tes valeurs. Et si tu veux, t'es doublement exposé. Et t'es exposé comme n'importe quelle travailleuse et travailleur, c'est-à-dire que on joue toute une partie de notre identité au travail. Et ça, je pense que voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. En tout cas, c'est la réalité du monde dans lequel on vit. C'est-à-dire que ce qui se passe au travail nous affecte dans notre identité. Alors certaines personnes plus que d'autres, mais si tu veux, c'est quand même quelque chose de très répandu. Et puis ensuite, pour les travailleurs associatifs, travailleuses et travailleurs associatifs, en fait, ils ont encore plus un truc, c'est qu'ils ont leur engagement qui est mis là-dedans. Donc, si tu veux, ils sont doublement exposés. Ils sont doublement exposés à des frustrations, doublement exposés à de la déception, à du sentiment de mal faire les choses. C'est facile de le justifier par je sais pas, on n'a pas assez de moyens parce que c'est pour la cause, quoi, et que... Exactement. T'as deux justifications, hein. T'as la cause et t'as le manque de moyens, tout le temps. Et ça, si tu veux, et donc ça stimule un rapport de force qui est très défavorable aux salariés, puisque il va y avoir une très faible représentation syndicale, par exemple. Ouais, parce qu'il y a aussi quand même un amateurisme, juste au fait que c'est moins, ça va de mieux en mieux, mais forcément, c'est pas encore aussi pro que le monde du travail ou notamment le milieu associatif, par exemple, t'as très peu de RH ou voire même de connaissances de, je sais pas, à partir de 15 salariés, je crois, tu dois avoir un responsable du CE ou des trucs comme ça et qui sont pas toujours mis en place, quoi. Ah bah oui, la législation du droit du travail, elle est carrément, moi quand j'ai travaillé dans le secteur associatif, t'as ton contrat de travail au bout d'un mois, t'as pas de fiche de poste, tout le monde est un peu couteau suisse, donc si tu veux, voilà, tu connais ça et en fait ça crée des situations de souffrance, il y a un turnover pas possible et moi je pense qu'il y a enfin des livres qui sortent là-dessus depuis quelques années. Je trouve que quand même ça commence à devenir un vrai sujet. Il y a une section syndicale du syndicat solidaire, par exemple Sudasso, qui a été créée vraiment pour le secteur associatif. Et moi je trouve que les choses bougent, mais voilà, évidemment j'avais besoin d'en remettre une couche parce que ce que je trouve triste, c'est que donc il y a une culture de la violence au travail en France comme ailleurs, qui est liée au système capitaliste, mais qui est importée dans des secteurs qui ne sont pas directement capitalistes. Donc l'économie sociale et solidaire, le secteur associatif, le secteur du soin. Et c'est comme si on venait, si tu veux, c'est comme si on avait été pollué par nos expériences de travail et on les a amenés avec nous. Donc on amène les mauvais réflexes, on amène les réunions qui durent, on amène les façons de se parler sèches, on amène le non-respect du temps de travail, la survalorisation du travail acharné, les hiérarchies. Pourquoi on met en place des hiérarchies, par exemple, dans l'associatif et l'économie sociale et solidaire? Moi, je dirais ça se discute tout à fait. Mais il y a un réflexe hiérarchique. C'est-à-dire que direct, tu te dis, il faut un directeur, il faut un président. Après, moi, pour
pour nuancer, j'aurais voulu commencer par ça. De mon expérience, c'est plus ça va être plus polarisé en fait, et dans 90% des cas ça se passe quand même 1000 fois mieux que le monde capitaliste, hein, en tout cas de mon expérience, mais dans les 10% des cas restants qui sont potentiellement ceux que tu vois le plus toi, justement, pour lesquels on fait appel à toi, ouais, forcément c'est là qu'il y a le plus de dingueries, parce que c'est des petites structures où tu as peu de moyens, où tu te sacrifies pour la cause, où ouais, il y a pas de RH, enfin, mais donc en tout cas, je veux dire, enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui se disent ouais, peut-être j'ai envie de travailler dans l'ESS ou quoi. Pour moi, c'est quand même à des années-lumière en termes de violence, même si de temps en temps, il y a quand même clairement des trucs pas du tout normaux, et où du coup c'est plus invisibilisé, et où en tout cas on s'y attend pas par rapport au monde du travail, où bah tu vas partir plus vite, ça va être plus dénoncé. Tu vas plus facilement aller au prud'homme contre une multinationale que contre une association qui fait du super boulot. Si tu veux, moi, si j'insiste là-dessus, c'est parce que je pense que c'est une bonne prévention. En réalité, si tu veux, moi, je préfère que les gens aillent travailler dans ce secteur-là en sachant que ça peut être compliqué, plutôt qu'ils y aillent à fleur au fusil en se disant c'est bon, c'est hors secteur capitaliste, donc les rapports humains vont être cool. Moi, je pense qu'il faut vraiment ne pas être dans la naïveté par rapport à ça, et que c'est ça qui te protégera le plus, si tu veux, des excès de la domination au travail dans ces secteurs. Ouais, complètement. J'espère qu'on effraie les gens, justement, de se dire, je sais pas, j'ai envie de partir de mon job toxique pour aller dans l'ESS. En fait, si c'est pour retrouver pareil, voire pire. Alors que, de mon point de vue, c'est pas le cas. J'avais peur que ça envoie ce message-là, quoi. Bah, moi, si tu veux, le message que j'envoie, c'est pas qu'il y a un secteur qui est préservé, entièrement. C'est que faut tout le temps lutter. Voilà, c'est ça mon message, si tu veux. Faut tout le temps se mettre en collectif, faut tout le temps politiser les situations, c'est-à-dire repérer les rapports de pouvoir, quels sont-ils, à quoi je suis exposé. Faut être toujours vigilant sur le plan du droit. Voilà. Et moi, c'est vraiment quelque chose que mes expériences m'ont appris. C'est-à-dire que même si l'ambiance est super, même si t'as l'impression qu'on a le même but, eh ben, faut insister pour avoir des écrits, faut insister pour signer des contrats, faut insister pour que s'il y a dépassement des heures fixées dans le contrat, eh ben on prévoit des heures supplémentaires. Voilà, faut être très carré là-dessus, faut rien lâcher. Et je t'assure que moi j'ai fait ça. Hein. Moi j'ai travaillé dans le secteur politique. Je suis arrivé, c'était que des camarades. J'étais ah oui, non mais vous inquiétez pas, le salaire je m'en fous. Le contrat, bah on verra bien. Ce qu'il faut là, c'est bosser vite pour la cause. Bah, si tu veux, avec cet état d'esprit-là, bah, tu te fais avoir direct. Et si tu veux, au bout de 2 mois, l'expérience, elle devient cauchemardesque. Alors que si tu arrives en sachant que voilà, tout secteur qui implique des rapports humains dans une société capitaliste, bah, ça crée des rapports de travail qui peuvent être compliqués. Je dis pas qu'ils sont forcément compliqués, mais qui peuvent être compliqués. Et ben, du coup, t'es vigilant. Éventuellement, tu te syndiques. Tu fais gaffe sur le plan juridique, etc., etc. Trop intéressant. Merci Nicolas. Bah, merci à toi, merci Pierre. Si vous avez kiffé cet épisode, je vous conseille évidemment notre double interview qui avait cartonné l'an passé avec Nicolas sur pourquoi les milliardaires sont des parasites. C'est les épisodes 104 et 105 en podcast. Et si vous voulez la suite sur les solutions, maintenant que vous êtes là, oui, je suis pas tout seul à souffrir au travail, ou en tout cas à prendre conscience de l'ampleur des dégâts si ça se passe bientôt pour vous, et tant mieux. Abonnez-vous pour être prévenu de la deuxième partie dimanche prochain. Ciao Nicolas, ciao tout le monde, à dimanche. Salut.